Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Repères. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Cailleul, une Martiniquaise de 53 ans qui va nous parler de son parcours et de son nouveau bébé, en fait, un livre qu'elle a sorti donc il n'y a pas très longtemps. Bonjour Catherine. Bonjour Karina. Alors Catherine, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc je suis une Martiniquaise de 53 ans qui a eu un parcours atypique. J'ai eu une enfance, je suis née à Paris, de parents martiniquais, ensuite on est revenu en Martinique. Ma cellule familiale a rapidement été constituée de ma grand-mère paternelle et de mon père. Et puis, petit à petit, j'ai eu une vie normale comme tout le monde, une scolarité des plus normales, sanctionnée en fin de cycle par un bac A2, lettres et langues, puis un BTS communication et action publicitaire. Très rapidement, j'ai voulu travailler, être autonome. Donc, j'ai commencé à travailler rapidement dans un établissement financier comme commercial. Comme inlassablement, je suis toujours happée par cette volonté de faire, de toujours progresser. J'ai évolué ensuite dans l'agroalimentaire avec le groupe Aubéry, qui m'a ensuite proposé une belle opportunité de promotion sur la Guadeloupe pour encadrer toute une équipe de commerciaux en agroalimentaire dans tout ce qui est produit de panification surgelée, de tarterie sous la marque Deli-France. Et puis la vie a fait que j'ai dû retourner sur la Martinique pour être aux côtés de ma grand-mère. Donc j'ai changé de société, de structure. J'ai toujours été dans l'agroalimentaire, mais là, plutôt tout ce qui était confiserie, tout autre produit agroalimentaire. Et puis, j'ai eu la chance, l'extrême chance, que je pense qu'on ne peut pas avoir tous les jours. J'ai pu obtenir la master franchise Deli-France de la part des Grands Moulins de Paris. Mais c'est un rêve qui s'est éteint rapidement parce que la vie en a décidé autrement. On va revenir sur ça justement. Donc à l'époque, parce que les téléspectateurs, les auditeurs vont comprendre qu'il y avait effectivement la Catherine version 1 et la Catherine version 2. Sur la Catherine version 1, on peut dire qu'elle vivait à 100 à l'heure, qu'elle était en fait voilà, dans tous les défis, les challenges, c'est ça? Oui, elle était pas qu'à 100 à l'heure, elle était à fond. En permanence parce que j'avais besoin de ça. Je suis toujours galvanisée par ce besoin de me surpasser, de me dépasser, de faire et de faire toujours et encore. Donc, si c'était à refaire, je refais pareil. Oui, j'aime bien la version de moi d'avant les événements. J'aime toutes les versions de moi. J'aime bien celle-là parce qu'elle m'a permis d'acquérir beaucoup d'expertise dans beaucoup de domaines. Parce qu'en même temps que je faisais mon métier de responsable commercial anti-Guyane, j'ai toujours été habitée par la musique. Donc j'ai suivi une formation de musicothérapie énergétique basée sur la fréquence du 432 Hz. Ça serait un peu long d'évoquer ça là aujourd'hui. Mais si les gens s'intéressent à ça, ils peuvent regarder sur les réseaux sociaux, sur Internet, un petit peu. On a un célèbre chanteur qui a beaucoup composé dans cette fréquence-là, qui est Bob Marley, le 432 Hz, qui est la fréquence de la Terre. D'accord. Donc c'est la fréquence de la Terre, en fait, c'est avec une intention, une énergie, en fait, qui capte et qui est différente. Ah oui, ça c'est là. D'accord. Directement. Quand tu dis là, c'est où? Ça vous prend dans les tripes. D'accord. Je veux pas dire le cœur au sens physique du cœur, mais ça vous prend à l'intérieur, ça vous prend dans les tripes. D'accord. Ça vous parle. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Donc justement, il y a quelque chose, puisqu'on parlait de Catherine version 2.
qu'est-ce qui se passe? Donc, tu es en fait effectivement responsable Antilles-Guyane, donc tu voyages. Ah oui. Mais ton corps commence déjà à te dire un certain nombre de choses que tu n'écoutes pas, c'est ça? Oui, tout à fait. Mon corps n'a jamais cessé de me parler, jamais cessé de me dire, mais tu m'en demandes beaucoup, tu m'en demandes trop, tu m'en demandes beaucoup trop. Il n'a eu de cesse de me parler à travers des douleurs, des souffrances, des faiblesses. Parce que je sentais que je ne récupérais plus comme avant. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être l'âge. Mais en même temps, me dire que c'est l'âge, c'est me mentir. Puisque je sais très bien qu'il s'agit d'autre chose. Mais je poursuis, je continue, je fais. Et puis un jour, il me dit, bon, là maintenant, c'est moi qui prends les rênes. Et là, se succèdent un certain nombre d'infarctus cérébraux qui m'alertent plus que m'alertent. Le premier, tu te rappelles comment ça s'est passé? Très bien. Oui, tu peux nous en parler? Oui, le premier, je suis dans ma chambre d'hôtel en Guadeloupe et j'ai d'importantes douleurs à la tête. Et donc je me dis, bon, je suis surmenée, je suis fatiguée. Ça dure un premier jour, un deuxième jour. Et je me dis, non, c'est pas possible, c'est intenable. J'ai déjà tout pris comme médicament pour pouvoir arrêter la douleur et rien n'y fait. Et je me dis, c'est peut-être dû à ma correction visuelle. Donc, je prends la tâche de mon ophtalmo en Martinique et je prends rendez-vous avec lui à l'hôpital La Ménard. Mais je suis en Guadeloupe. Donc, le lendemain, je suis censée partir sur la Martinique, repartir sur la Martinique. Je prends mon véhicule pour me rendre à mon bureau de Guadeloupe avant de devoir reprendre l'avion pour la Martinique. Et là, je conduis, je ne sens plus les pédales, je ne sens plus rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? La vision se trouble. Et là, je suis inquiète, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'appuyer avec mes pieds sur les pédales, mais je n'arrive pas à faire. Mon cerveau me dit que je fais le geste, mais le pied n'arrive pas jusqu'à la pédale. Je ne sais pas quel miracle. Je suis quand même arrivée au bureau et je dis à ma secrétaire, Sabrina, il se passe quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais il va falloir que vous m'ameniez à l'aéroport, je dois partir pour la Martinique, et elle m'amène. J'appelle une amie en Martinique, je lui dis, j'arrive, mais je ne pourrai pas conduire, il va falloir que tu m'emmènes à l'hôpital parce que j'ai rendez-vous avec mon ophtalmo. J'arrive, je prends l'avion, je suis livide, je suis transparente. Les hôtesses me disent, mais Madame Caillol, vous avez un problème, vous n'êtes pas comme d'habitude. J'ai très mal à la tête, je réfléchis à ce qui vient de se passer. Et le vol se déroule, j'arrive en Martinique. Mon ami m'amène à la Ménard, je vais voir donc mon ophtalmo. Je lui dis, il faut que tu trouves une solution. Voilà ce qui s'est passé entre-temps, depuis qu'on s'est eu au téléphone pour le rendez-vous. Il me fait voir l'orthoptiste, qui me fait tous les tests et qui me dit, bon, ça n'est pas la vue. L'ophtalmo me fait d'autres examens, il me dit, tu es en train de faire un AVC. Mais ça a commencé bien avant ce matin. Donc tout de suite, il m'amène aux urgences de la Ménard. Heureusement que tu étais à la Ménard. Oui, c'est-à-dire que je me suis amenée avec eux aux urgences. Oui. Et là, on m'a mis une perfusion, on m'a fait des examens et on m'a mis une perfusion. Là, je n'ai plus mal à la tête. Alors que ça faisait déjà 48 heures que ça durait. Et je leur dis, c'est chouette. Ils me font scanner, ils me disent, c'est bien un AVC qui est en train d'avoir lieu, donc on va vous garder. Mais entre-temps, je n'ai plus mal à la tête avec la perf. Et je réfléchis et je dis que je ne vais pas rester.
Dans ma tête, je me dis ça, je ne dis encore rien à personne. Et mon amie vient et elle me dit, alors, donc, qu'est-ce qui se passe? On te garde, je vais chez toi chercher des choses. Je lui dis, non, attends, parce que je ne vais pas rester ici. J'en ai plus mal à la tête, je suis venue pour ça. Donc, attends-moi. Entre-temps, les médecins me disent, c'est bien un AVC, on vous a réservé la chambre à tel étage, etc. Et je leur dis, non, moi, je ne reste pas. Donc, toujours à ne pas écouter ton corps. Oui, je ne l'écoute pas, parce qu'il m'a déjà dit des choses. Oui, mais c'est ça. Et donc, je ne l'écoute pas. Mais je n'ai pas la conscience de ne pas l'écouter à ce moment-là. À ce moment-là, je me dis, je fais ce que je pense être juste pour moi. Et donc, mon ami me ramène chez moi. Je n'ai plus mal à la tête, je range mes affaires, je me douche, je vais me coucher. Mais épuisée, puisque ça fait 48 heures que je ne dors pas. Et au réveil, j'essaie de parler, pas un son. Et j'essaie de sortir de ma chambre, mais je ne comprends pas comment sortir de ma chambre. Je ne comprends plus comment ouvrir une porte. Enfin, je ne comprends pas qu'il s'agit de la porte, qu'il faille l'ouvrir. Je ne comprends plus rien. J'essaie de tenir mon téléphone pour ne serait-ce qu'envoyer un message. Impossible. Le niveau d'émotion qui accompagne ça, c'est un sentiment de panique? Non. De quoi? C'est une interrogation. Il se passe quoi? Je n'ai pas eu de panique du tout. Alors, je ne suis pas une femme autre qu'une femme normale, mais je n'ai pas eu de sentiment de panique. Peut-être parce que j'étais très fatiguée aussi et que je venais de me réveiller. J'essayais de comprendre. Quand finalement j'ai pu sortir de la chambre, peut-être un quart d'heure, une demi-heure après, j'ai pu tapoter sur mon téléphone et j'ai envoyé un message à l'amie qui m'avait déposé en lui disant « Je pense que je ne parle plus ». Et elle me ramène à la ménard et ils me disent que pendant toute la nuit, il y a eu la partie la plus importante de l'AVC qui a eu lieu pendant le sommeil. Et ça dure combien de temps, en fait, le fait de ne pas parler à ce moment-là? Alors, la première fois, ça a duré 5 jours. 5 jours. Je parle, j'ai la sensation de parler, mais les premiers jours, on ne m'entend pas. Et les autres jours, on ne me comprend pas. Alors, c'est le phénomène de l'aphasie, hein, avec une difficulté d'élocution, d'articulation. Alors, je l'ai encore, cette aphasie, mais à un niveau moindre aujourd'hui. Est-ce que je n'aurais pas dû faire ça? On peut émettre toutes les hypothèses. Je pense qu'il s'est passé ce qui devait se passer, tout simplement. Justement, on va revenir dessus, puisque c'est un peu ta nouvelle philosophie de vie, de penser que tout est juste et qu'il fallait que tu passes par un certain nombre de choses, de situations pour arriver en fait où tu es, à la Catherine version 2. Donc il y a eu plusieurs infarctus, en fait, plusieurs AVC par la suite. Oui. Et puis il y a quelque chose qui se passe là qui met un coup d'arrêt à la Catherine version 1. Oui. C'est-à-dire que je décide de partir à Paris parce que j'ai un petit peu de conscience pour aller faire des examens pour comprendre pourquoi j'ai autant d'événements qui interviennent dans ma vie. Et donc, on me fait tous les examens. Dans l'ouvrage, je l'explique en détail quand je suis arrivée à Paris, tous les examens, que le corps médical m'a indiqué, qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'au jour où on me dit finalement que je peux retourner sur la Martinique après plus de 4 mois. J'étais partie pour 10 jours et je reviens. On me dit que je peux revenir en Martinique. Donc, je me prépare à rentrer en Martinique, je change mon billet et tout. Et comme à l'accoutumée, j'allais me balader. Je pars me balader et je me réveille dans une chambre toute blanche. Je l'explique très clairement dans mon livre. Et j'ai 2 messieurs et une dame en blouse blanche qui arrivent et qui me disent « Bonjour Madame Cailleul, vous venez de vous réveiller d'une semaine de coma. Nous sommes heureux de vous voir là.
nous ne pensions pas que vous alliez vous réveiller. Et là, se passe un certain nombre de choses, le temps de comprendre les bruits, des branchements de partout. J'étais intubée, une gêne au niveau de la bouche parce qu'il y a un tube. Donc les gens m'expliquent un petit peu tout ce qui s'est passé. On m'a retrouvé inanimée sur la voie publique, que c'est les pompiers qui m'ont ramenée. On me donne tout le détail que j'explique également dans l'ouvrage. Et je reste encore hospitalisée pendant un mois. À l'issue de ce mois, je rentre en Martinique et là commence ce que moi j'appelle ma nuit noire de l'âme. Une espèce de descente de je ne sais plus qui je suis, ni où j'habite dans ma tête, ni qu'est-ce qui m'arrive. Je ne suis plus physiquement capable. J'ai perdu là aussi l'usage de la parole de nouveau. Et il y a aussi la perte de mémoire. Il y a aussi une amnésie qui se met en place. Ah oui, alors c'est-à-dire que cette perte de mémoire existe toujours. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens que je croise, leur visage ne me dit absolument rien, et ce sont des gens qui m'ont connu par le passé, de près ou de loin, mais qui m'ont connu, mais je n'ai aucun souvenir de ces personnes dans ma vie. Et puis, il y a d'autres personnes que je croise, dont le visage me dit quelque chose, mais je suis dans l'incapacité de me souvenir du nom ou de situations, d'histoires que j'aurais pu partager avec ces gens-là. Alors, ça embête le corps médical, plus exactement la psychologue qui me suit, que je vois quand je pars pour mes contrôles à Paris. Mais moi, ça ne me gêne pas. Moi, je pense que je suis délestée de ce dont je n'ai pas besoin. Alors, c'est peut-être simpliste, mais je pense que c'est ça. Je pense que je traduis également dans l'ouvrage les AVC comme étant des resets et le coma comme étant une mise à jour. Pour moi, j'ai un nouveau programme. Il y a des choses qui n'existent plus chez moi. Je vois d'autres personnes évoluer. Il y a des choses qui n'existent plus. Je n'arrive pas à penser à apprendre, par exemple, une chanson. Si je la connais d'avant les événements, je la connais. Mais si je dois apprendre aujourd'hui, je n'arrive pas à retenir. Mon cerveau ne stocke plus. Donc, il n'y a plus besoin de contrôle, finalement, sur les choses. Donc, il y a un lâcher-prise. Complet. Ouais. Mais ça s'est imposé à moi. Ça n'est même pas un effort, ni une démarche que j'ai faite, ni un atelier ou quelque chose que j'aurais suivi. Ça s'impose à moi. C'est pour ça que je parle de nouveau programme. C'est comme ça que je suis. Et puis j'aime beaucoup qui je suis. Il y a quand même eu une période de dépression. Ah oui. C'est une période qui a duré à peu près 10 mois, 1 an où j'ai eu envie de mourir. Je me le disais. Mais jamais je n'ai tenté quoi que ce soit pour y accéder. Mais je le disais et je pleurais tous les jours, pendant au moins 10 mois. Donc je pense que c'est un passage obligé. Oui, à cette époque-là, en fait, donc tu te crées ta bulle où tu ne vois personne. Ah oui, mais j'avais ce besoin d'être avec moi-même. J'avais même pas cette envie, j'avais ce besoin. Il a fallu que je me retrouve avec moi-même, que je retourne à moi, pour que je puisse être en amour de moi. Et ça n'est, je pense, c'est très difficile, mais je pense que c'est le chemin qu'il est intéressant d'emprunter, à mon avis. Pour être bien avec des autres, il faut être OK avec soi. Oui, c'est sûr. Après, il y a différentes modalités pour y arriver. Oui, mais chacun a son parcours. Voilà, chacun a son parcours. Dans l'ouvrage, je donne des clés. Ce que moi j'appelle des clés. Ouais. On peut lire la même phrase et elle a une résonance différente pour chacun de nous. Donc justement, on va parler en fait de ton ouvrage puisque on l'a pas encore abordé. Donc il arrive à quel moment? Donc tu sors de ta période de coma, tu effectivement. Je me reconstruis. Voilà, tu te reconstruis. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Alors je me reconstruis déjà socialement parce que il faut que je sois
reconnue socialement, personne en situation de handicap, puisque je suis cérébrale lésée. Je fais toutes les démarches auprès des institutions. Ça dure, à mon grand étonnement, très peu de mois. En même pas 4 mois, tout s'est résolu. Comme quoi, tout peut se faire rapidement et bien en Martinique. Une fois que tout ça a été fait, je crée mon association parce que j'ai envie d'être dans un cadre. Expert Équilibre, oui. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Alors, je crée cette association, je mets expert au pluriel, équilibre au singulier, parce que pour moi, dans cette association, toutes les personnes qui ont une expertise peuvent y prendre part et peuvent mettre leur expertise au service d'eux. Donc, c'est une association dont l'objectif principal est l'accompagnement et le développement de la chose culturelle au sens large, que ce soit des artistes, des plasticiens, des peintres, d'accompagnement tant au niveau administratif. Donc, fiches de paye par le biais du museau, des conférences, des débats, des peintures, des vernissages, un petit peu tout ce qui concerne la chose culturelle. Structurer un petit peu cette filière parce que la musique, c'est le fil rouge de ma vie. À chaque fois, la musique m'a accompagnée. Très tôt dans l'enfance, mon père, je lui disais je ne suis pas chez moi ici, papa. Donc il m'a dit ici en Martinique. Je lui ai dit non, je ne suis pas chez moi ici. Tu parlais de quoi? Je suis pas chez moi sur Terre. Parce que c'est ce que je connais en tant que personne, en tant qu'humaine. Donc je ne me sens pas chez moi. Donc en tant que personne physique, donc tu parlais plus de spirituel déjà dès l'enfance. Ouais. Mais tu ne pouvais pas mettre de mots dessus. Sauf que j'ai eu la chance d'avoir un père directeur d'école et qui a su trouver ce qu'on appelle en psychologie l'objet transitionnel, le doudou. Et il a su trouver dans la musique ce doudou qu'il fallait me laisser parce que je l'ai perdu, il avait 16 ans. J'avais 16 ans quand il est mort, mon père. Et ce doudou qu'il m'a laissé m'a toujours accompagnée. J'en parle pourquoi? Parce qu'à la sortie du coma, c'est encore ce doudou dont je me suis servi pour pouvoir aller mieux, la musique. Et donc, créer cette association Expert Équilibre était pour moi une obligation. D'abord pour moi, et ensuite pour les artistes musiciens. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec la Perfecta? De quoi? Alors, il s'agit? En 2019... Là, tu retrouves goût à la vie. Ça, c'est quelque chose, en fait, que tu cries haut et fort. Ouais. 2019, c'est là, tu retrouves goût à la vie. Ah ouais, c'est magique. En 2019, Marius William, alors patron de l'orchestre, fait appel à moi en me disant « Tu as toujours été une amoureuse de cette musique. » L'un des membres fondateurs du groupe, Alex Cayol, est un parent à ton défunt père, et donc à toi. Donc c'est normal que je te propose de manager l'orchestre. Et donc, je lui dis, OK, manager l'orchestre. Mais bon, je trouve ça simpliste. Après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, si je fais quelque chose de nouveau, il faut que ça ait du sens. Et donc, je venais de faire une formation à Paris, la formation ADVP, avec où l'humain est au centre de son projet. Et donc, j'ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode HSE, héritage, source d'éducation. Et donc, je dis à Marius William, voilà, cette musique de la Perfecta Martinique, elle me fait du bien. Elle fait du bien à tous les Martiniquais et au-delà de la Martinique. C'est vrai. Donc, elle ne doit pas mourir. Et pour qu'elle ne meure pas,
il faut qu'on puisse la sauvegarder pour ensuite la transmettre. Mais comme il s'agit d'une musique de tradition orale, donc il va falloir prendre la tâche de personnes habilitées à comprendre la construction de cette musique pour pouvoir en définir les codes, la sauvegarder pour pouvoir la transmettre. Marius William me dit « Banco ». J'adhère complètement à ce projet et donc commence tout un processus. On est à l'aube du 50e anniversaire de l'orchestre et du mien, puisque nous avons un jour de différence, l'orchestre et moi. Et commence tout ce travail. La pandémie arrive, la Covid-19 arrive. Plutôt que de devoir évoluer auprès du public, les écoles sont encore ouvertes, donc je prends la tâche de l'Académie de la Martinique et de la DAC Martinique, et donc commencent les ateliers d'initiation découverte de la cadence perfecta sous le couvert de cette méthode de sauvegarde et de transmission HSE que j'ai créée. Vos projets et vos challenges. Oui. Alors, ça ne s'arrête pas là, parce que ce ne sont que les premiers éléments. Jusqu'à aujourd'hui, nous intervenons dans les établissements scolaires, du CM1 à la terminale. Donc, on a un petit noyau de 3 musiciens et moi-même qui interviennent dans les établissements. Donc, Marius William, Jean-François Mongis et Christian Eugénia. Et puis, on a des supports, des ouvrages ressources qui sont en cours de réalisation et qui vont être à la disposition du public en physique et en numérique au mois de février 2024. C'est bien. Donc, pour ancrer, en fait, finalement, l'héritage et la tradition, donc transmettre aux générations futures. Oui, alors, transmettre, pour moi, la transmission, ça n'est pas un passage de témoin. La transmission, c'est le passage de la sauvegarde de patrimoine de tradition orale vers une formalisation à l'écrit. C'est-à-dire qu'on définit les éléments qui constituent ce patrimoine-là pour qu'on puisse expliquer aux gens et le transmettre. C'est ça pour moi la transmission, c'est ce passage du patrimoine immatériel au patrimoine matériel. Donc tu fais une autre forme de transmission. Je ne fais pas de passage de témoin. Voilà, mais tu fais une autre forme de transmission qui est en fait l'ouvrage, ton premier que tu as édité, toute seule, qui est l'éloquence du corps. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Catherine, donc dis-nous en fait, qu'est-ce qu'on y trouve dans cet ouvrage? Pourquoi cet ouvrage? L'éloquence du corps, le titre exprime tout. Le corps est un grand bavard. Même quand il ne parle pas, il nous renseigne sur nous. Il nous indique la posture à observer, le chemin à emprunter. J'ai souhaité, quand je t'ai parlé de toute cette période un peu d'âme, j'avais commencé à jeter sur des bouts de papier tout ce que je pouvais ressentir, qui n'était pas joli à entendre, mais je me délestais de ça par à-coups, par bribes. Et un jour, j'ai un ami qui a eu un AVC et j'échange avec lui et il me dit « Je n'aime pas la personne que je suis. Je ne veux pas de cette personne-là. Je veux retrouver la personne que j'étais avant. » Et là, je me dis, vu mon parcours, j'ai compris ce qu'il faut faire pour accueillir la version de nous à l'issue des événements. Je vais coucher ça sur un papier, je vais sortir un ouvrage dans lequel je vais retracer un contexte, parce que c'est une histoire que je vais raconter. Je vais créer un contexte à partir des éléments de ma vie et de la vie de mes parents, de ma famille, pour montrer le processus qui est celui du corps, comment il s'exprime dès notre arrivée sur Terre, et même un petit peu avant l'arrivée sur Terre, jusqu'à aujourd'hui. Et comment on fait pour l'accompagner? Comment on fait pour accueillir les choses? Alors, je parle de pathologie parce que
il s'agit bien de mon vécu, mais ça vaut pour tout ce qu'on traverse dans la vie. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte, de la vie active à la retraite, de la vie active au chômage. Quel que soit l'événement qui intervient dans notre vie, nous ne pouvons être la même personne après qu'avant. Et ça, on n'est pas programmé pour accueillir ça. On recherche toujours ce qui nous rassure, ce qu'on a connu, ce qu'on pense qui est bon. Mais moi, je pense que on est toujours, quel que soit l'événement qui intervient dans notre vie, tout est juste parce que tout se déroule en son temps et on est toujours en chemin sur notre chemin. Alors, ça n'est pas quelque chose d'aisé, de facile. De facile, tout à fait, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans une frustration, une peur. Et donc, j'ai fait une formation d'art-thérapie, en plus de la musicothérapie énergétique. Comme j'ai cette expertise de l'écriture au sens de l'écriture en tant que thérapie, en tant que médium aidant à aller mieux, aidant au retour à soi, j'ai créé des ateliers d'écriture-thérapie et de musicothérapie, dont les programmes seront sur Instagram, sur la page Édition Expert Équilibre. Voilà, sur les réseaux sociaux, donc Édition Expert Équilibre, oui. C'est ça. Donc, à partir de janvier, il y aura tout le programme, les dates, les lieux où les gens pourront s'inscrire pour participer à ces ateliers. Donc, janvier 2024. Oui. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce que, effectivement, quelqu'un qui serait intéressé, donc, qu'est-ce il peut s'attendre à quoi en participant à ce type d'atelier? Aller mieux. Aller mieux. Parce que on n'imagine pas comment on a des bagages à déposer. On peut écrire un seul mot et on est délesté. Vraiment, on a l'habitude d'évoluer avec un 747 accroché à notre colonne vertébrale. Il nous appartient de voyager léger. Donc tu parles d'éveil à soi, d'amour de soi. Oui, mais l'écriture amène à ça naturellement. On n'a pas besoin de faire d'efforts, on n'a pas besoin de s'inscrire dans un programme type pour tout le monde. L'écriture, c'est nous et nous. C'est nous et la feuille et nous. C'est vraiment... Il n'y a pas de faux semblants, on enlève les masques, on retourne à l'essentiel. Ça n'est pas facile. Mais si je suis encore là pour témoigner de ça, je souhaite pouvoir accompagner ceux qui le veulent. Donc un message pour finir, Catherine, puisqu'on arrive au terme de l'émission. Pour ceux qui t'écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait? Qu'est-ce que tu as envie de partager? J'ai envie de leur dire que j'ai toujours envie d'avoir envie. Même quand on pense que tout est terminé, il y a toujours une petite étincelle qui nous ramène à l'essentiel. Merci Catherine pour ce beau témoignage. Merci beaucoup.